Bonjour à tous. Merci d'être venus à l'Eurométropolitan e-Campus pour cette masterclass en stratégie de communication digitale. Ça fait maintenant, c'est la 6e fois qu'on l'organise, puisque le certificat en e-communication que l'on organise durant l'année académique va être relancé à l'automne prochain. Et donc, c'est de tradition de faire une petite masterclass où on aborde un sujet de la stratégie de communication digitale et puis on vous présente finalement ce que le certificat pourrait vous apporter si jamais vous vouliez uploader vos compétences en la matière. Le programme du jour, voilà. Donc il y a 3 personnes, il y a 3 institutions qui organisent ce certificat. Il y a tout d'abord en tête de liste la Haute École Louvain en Hainaut, qui est représentée ici par sa directrice du département social, Dominique Lefebvre. Il y a l'UC Louvain, qui est notre partenaire universitaire. On entendra Corinne Ranochat, qui est en ligne, parce qu'elle a été frappée ce matin aussi par une maladie. Est-ce que c'est le Covid ou autre? En tout cas, on a préféré être prudent et donc elle interviendra en ligne. Et puis l'Eurométropolitan e-Campus, où vous vous trouvez, qui met en place l'infrastructure, le matériel, la communication, pour que cette formation se déroule sous les meilleurs auspices. Mais je propose d'écouter tout de suite Corinne. Merci beaucoup et vraiment désolée de ne pas être parmi vous. J'aurais préféré être en présentiel. Sébastien le sait, c'est vraiment... je préfère ce genre de conférence en présentiel, mais voilà. Je préférais effectivement jouer la carte de la prudence. Donc voilà, Corinne Ranochat, donc directrice des ateliers des FUCAM, donc qui est en fait le service de formation continue de l'UC Louvain FUCAM en Hainaut. C'est dans ce cadre-là en fait que je collabore avec l'e-Campus depuis l'e-Campus et la LA depuis le lancement, et je dirais même avant même le lancement du certificat. L'idée étant justement d'essayer de trouver donc des partenariats, je dirais, dans le domaine forcément de la communication, mais surtout d'apporter un peu notre petite expérience dans le domaine de la formation continue, puisque nous-mêmes nous organisons énormément de certificats en Hainaut. Et la principale pierre, je dirais, à l'édifice que j'apporte ici dans le dispositif, c'était justement d'apporter un peu je dirais, notre expertise dans le domaine de tous les atouts que l'on peut apporter, donc tout ce qui est chèque formation, congé éducation, etc. Et donc, puisqu'on a un peu vraiment monté ça depuis le début, on essaye un peu de donner notre pierre à l'édifice. Nous avons aussi l'un ou l'autre expert qui parfois donc interviennent dans le cadre de la journée d'accueil, mais ça, Jimmy aura l'occasion de le présenter plus avant. Et si pas, pour le Tournésie, sachez que par ailleurs, nous organisons aussi en collaboration avec l'e-Campus le certificat en BIM, donc en e-architecture, et nous tentons aussi de lancer une attestation BIM pour maître d'ouvrage. Donc voilà, ça c'est un peu pour les collaborations qui sont plus sur le Tournésie. Je te cède le micro. Dominique est donc la directrice du département social de la Haute École Libre en Hainaut et qui est porteur de projet de ce certificat. Merci Sébastien, qui est arrivé tout juste à l'heure. Mais voilà, juste à l'heure. Bonjour à tous. Très brièvement, donc la Haute École Louvain en Hainaut, donc il y a un bachelier en communication ici à Tournai, donc fait partie des 3 partenaires du projet. Et aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion d'avoir un partage d'expérience, donc ça fait vraiment plaisir. Sachez que dans la salle en réel, mais également à l'écran, nous avons des formateurs qui seront là aussi. Donc c'est vraiment un moment d'échange. On espère aussi que vous aurez l'occasion de leur poser des questions. Donc c'est tout l'intérêt de ce moment, de ce partage d'expérience, et donc je vous souhaite vraiment la bienvenue et remercier aussi l'équipe de l'e-Campus qui a organisé tout ça, qui nous reçoit dans ces très beaux bâtiments. Voilà, merci Sébastien, je te passe la parole. Vas-y. Merci Dominique. Mais l'Eurométropolitan e-Campus est donc le 3e partenaire. Alors pour que vous compreniez ce qu'est l'e-Campus, la particularité, c'est qu'on n'est pas un opérateur de formation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formateur, il n'y a pas de professeur à l'e-Campus, mais notre objectif est d'organiser ici, en Wallonie-Picarde, et plus particulièrement sur le campus numérique de Wallonie-Picarde,
des formations continues dans tout ce qui est numérique, dans tout ce qui est digital, et nous le faisons toujours avec un partenaire, opérateur de formation. Une université, une haute école, comme c'est le cas pour le certificat, mais avec des centres de compétences du Forum comme Technocité ou Technofuturtique, avec l'IFAPME. Ce soir d'ailleurs, il y a plusieurs formations dans les locaux qui sont données par l'IFAPME, avec la Maison d'information de la Wallonie-Picarde, avec les classes moyennes, etc., etc. Et donc vraiment l'objectif, c'est de permettre aux entreprises, aux travailleurs, aux demandeurs d'emploi, aux indépendants de Wallonie-Picarde de pouvoir augmenter leurs compétences dans tout ce qui est numérique ou de pouvoir réaliser une transition digitale la plus efficiente possible. Jimmy, qui complète l'équipe un peu de ce certificat, Jimmy Tang, qui est donc le professeur à la Haute École Libre en Hainaut, mais qui est surtout le responsable académique du certificat et qui est en dehors de ces activités-là, surtout le responsable d'une agence de communication. Jimmy nous prendra la parole tout à l'heure pour nous expliquer un peu en quoi tout ça consiste. Le programme est donc, nous aurons d'abord la pièce maîtresse de la soirée, avec l'intervention de Jérôme Neif et de Julien Delboeuf. Malheureusement, nous n'aurons pas la présentation de Félix Méran, qui a le Covid et qui est tellement mal que même en distanciel, il ne se sentait pas capable de pouvoir intervenir. Mais on s'est déjà mis d'accord avec les deux intervenants précédents et avec Jimmy pour vous parler de ce que devait évoquer Félix, c'est-à-dire vraiment quels sont les outils d'IA qui sont directement aujourd'hui implémentés dans les communications de stratégie digitale. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. On essaiera de pouvoir vous en dire un maximum. Et puis Jimmy vous présentera le certificat. Podium, vous l'avez tous vu sur les invitations, sur la communication. Podium, c'est un podcast qui a été créé par nos deux invités du jour, Jérôme Naïf et Julien Delboeuf, qui sont des social media managers, qui sont eux aussi professeurs, tantôt à l'IEX, tantôt à l'ICHEC, et qui sont surtout destinés à aider les PME à gérer et à créer du business grâce au digital. Et donc je ne vais pas parler plus longtemps. On va leur laisser la parole et ils vont nous parler surtout aujourd'hui de l'évolution des métiers de la communication digitale en 2023 et en 2024, puisque le certificat, lui, court sur les 2 années qui viennent. Merci en tout cas de nous avoir rejoints, de faire cette conférence comme vous faites vos podcasts, c'est-à-dire en duo et en ligne. Et puis, à vous la parole. Et puis, quand on en aura fini, il y aura effectivement des échanges avec la salle. Et je sais que vous êtes à leur disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'introduction. Je vous propose qu'on se présente rapidement pour vous expliquer un peu d'où on vient et ce qu'on fait. Et alors, vous expliquer un petit peu le concept de podium qu'on fait avec Jérôme et comment va se dérouler le podium du jour pour vous donner un max d'informations. Donc, je te donne la parole, Jérôme, pour commencer, que tu puisses expliquer un peu ton parcours à nos invités du jour. Bonjour tout le monde, enchanté d'être là virtuellement en tout cas ce soir. Donc au niveau de mon parcours, j'ai bourlingué un petit peu dans les différents métiers de la communication. Donc j'ai d'abord commencé dans les agences de communication offline, il y a quand même pas mal de temps. Et puis je m'étais penché sur le rôle des community managers, vraiment au tout début de l'apparition de Facebook au niveau de la communication digitale. Et donc, c'est intéressant qu'on prenne le rôle de l'IA aujourd'hui, qui est une autre évolution majeure par rapport à la communication digitale. De ce fait-là, j'ai travaillé dans une agence digitale qui malheureusement a fait faillite après 1 an. Donc, je suis passé à ce moment-là du côté annonceur dans une banque pendant 3 ans et demi. Et puis, j'ai repris une liberté en tant qu'indépendant. Et depuis un peu plus de 10 ans, je travaille notamment pour Mountain View, qui est une agence de stratégie digitale. Pour laquelle je fais différents types de choses, notamment toute la partie réseaux sociaux. Et depuis quelques temps maintenant, je prends une casquette plutôt de consultant, où je vais dans différentes entreprises pour gérer du digital. Et en disant du digital, mais voilà, c'est fort large, donc ça peut recouvrir différentes choses.
principalement axé autour des réseaux sociaux. Donc, ça va être de la communication, créer du contenu. Ça peut être gérer des plans médias. Et donc, ici, dans une mission que j'occupe pour le moment, c'est vraiment beaucoup plus être dans l'orchestration des plans de communication sur l'aspect digital. Et donc, gérer tout ce qui est performance, gérer tout ce qui est contenu, gérer tout ce qui est agence, médias. Et donc, voilà, ça recouvre différents types de choses. Et avec Julien, on s'est croisés dans différentes agences. Et là, depuis quelques temps, on avait décidé effectivement de lancer le podcast Podium, dont on a fait quand même déjà pas mal de numéros qui sont sortis régulièrement. On a fait une fois un live. Et donc, la grande spécificité du Podium, c'est qu'on n'est jamais ensemble. Donc, un peu comme aujourd'hui, on le fait toujours à distance, Julien d'un côté et moi de l'autre. Il y a des critères géographiques aussi. Donc, Julien est physiquement, de toute façon, en dehors de la Belgique. Moi, ici, je suis à Bruxelles pour le moment. Donc, voilà, on essaye sur Podium, et je laisserai Julien en parler un petit peu plus, d'axer notre communication un petit peu plus au niveau des impacts pour les entreprises, pour les PME, de comprendre un petit peu l'évolution, et c'est ce dont on va parler ici juste après, avec l'année 2023 qui est quand même assez riche d'actualités et de rebondissements. Mais je laisse ici Julien se présenter et parler un petit peu plus de Podium. Écoutez, de mon côté, j'ai commencé, non pas dans le digital, mais sur le offline. J'ai commencé comme graphiste à la base dans l'impression. Donc, j'ai fait des quantités énormes de flyers et de posters, vous ne pouvez pas imaginer. Et il y a à peu près 7 à 8 ans, j'ai vu l'arrivée du digital, comme tu le mentionnais, Jérôme, avec Facebook d'abord qui était là. Et je me suis dit, tiens, si je reste dans l'impression papier uniquement, à un moment donné, ça va coincer puisque ce digital arrive vraiment en force. Et c'est à ce moment-là que je suis passé dans le digital. Donc, j'ai commencé un peu comme Jérôme côté agence, où j'ai travaillé pendant 5 ans dans une agence sur des grands comptes. Donc, tous les gros comptes que vous pouvez imaginer dans l'automotive, dans les paris sportifs, dans les banques, assurances, au niveau de la publicité digitale. Et il y a un peu plus de 2 ans, j'ai pris la tête d'une petite agence qui s'appelle Isoar, qui est à destination des petites et moyennes entreprises, parce qu'on remarque que toutes ces entreprises doivent faire de la publicité et ne savent pas toujours comment s'y prendre, et ça évolue tellement vite. Et donc, j'ai décidé de monter cette agence. Et donc, comme Jérôme le mentionne, il y a à peu près 1 an et demi, on a pris le pari de lancer ce podcast qui était un format qui est très répandu aujourd'hui, et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose d'un peu frais, d'un peu nouveau aux entreprises et aux PME, et comment on peut leur expliquer le digital. Alors, comme son nom l'indique, le podium, il y a 3 marches sur le podium, et donc on divise toujours ce podium, si vous voulez, en 3 topics. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous. Et donc aujourd'hui, l'idée était de vous parler de l'évolution des métiers du marketing et plus spécifiquement du marketing digital. Alors les 3 topics du jour, ils vont être ceux-ci. Le premier va être quels sont les profils de marketeurs digital, marketeurs digitaux, vous le dites comme vous voulez, qui sont recherchés le plus du côté agence. Étant donné que moi je suis plutôt côté agence, je vais pouvoir vous expliquer ce que c'était avant les profils dans le digital en agence et ce que ça devient. En deuxième topic du jour, et là je laisserai la parole à Jérôme pour ça, c'est quels sont les profils recherchés plutôt du côté client. Quand vous voulez travailler pour une marque ou pour une société, quels sont les profils qui sont recherchés là-bas. Et dernièrement, dans le dernier topic du jour, on vous donnera quelques clés et les 3 qualités principales de ce que Jérôme et moi nous estimons être les qualités principales du marketeur digital parfait en 2023. Donc justement, ici, vous êtes dans le cadre d'un processus de formation. Et bien comme ça, vous saurez qu'est-ce que les agences attendent, qu'est-ce que les marques attendent et sur quoi vous devez travailler ou mettre en avant pour éventuellement trouver du boulot dans le marketing digital. Est-ce que j'ai bien résumé, Jérôme ? Oui, je pense qu'on est bon ici par rapport à la manière de procéder. Donc, c'est vraiment chaque fois 3 étapes dans lesquelles on va aller. Donc, on s'interrompt l'un l'autre. Donc, il y a effectivement plutôt Julien qui va parler, et puis moi, et puis tous les deux. Mais ce n'est pas impossible qu'on étende un petit peu le sujet, qu'on étende le propos. Si jamais vous avez des questions en cours, honnêtement, n'hésitez pas. Donc, si jamais on les entend, on les prendra à la volée. Sinon, vous le faites à la suite. Mais donc, n'hésitez pas à intervenir par rapport à ça. Donc, si je prends, Julien, le premier sujet, donc tu parlais au niveau des agences. Quelle est l'évolution que toi, tu perçois par rapport au niveau des profils qui viennent ici en agence ? Juste avant d'embrayer là-dessus, je pense que Jérôme, serait peut-être pas mal qu'on fasse une toute petite pause entre chaque marche du podium. Comme ça, si les gens ont des questions à ce moment-là, ils pourront les poser. Et pour revenir donc par rapport aux profils qui sont recherchés côté agence, il y a, je vais dire, 5 ou 6 ans, les profils qui étaient les plus recherchés en agence et qui étaient entre guillemets les plus efficaces, c'est ce que moi j'appelle personnellement les geeks. Donc c'était des personnes qui étaient plutôt fortes en informatique,
des personnes qui étaient très très mécaniques et qui devaient très très bien connaître les plateformes publicitaires. Donc là, je vous parle des plateformes comme par exemple les plateformes Facebook, qu'on appelle maintenant Meta, les plateformes Google Ads, le référencement naturel. Il fallait être très très bon techniquement. Et donc cette technique s'apprenait en travaillant sur les comptes, s'apprenait en faisant des erreurs notamment. Et donc un bon marketeur digital à l'époque, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, donc ce n'est pas dans un passé très très lointain, c'était quelqu'un qui était extrêmement bon techniquement. Deuxième chose qui se passait avant, c'était qu'on était très très bon, mais on était très très bon dans un silo. Et les agences étaient extrêmement divisées par silos. C'est-à-dire que vous aviez l'expert qu'on appelle SEA, donc ce qu'on appelle aujourd'hui Google Ads. Vous aviez l'expert en référencement naturel, vous aviez l'expert en publicité display, l'expert en mesure, l'expert en analytics. Et donc on avait facilement 4, 5 ou 6 silos dans les agences digitales, avec chaque fois à la tête de ces silos des experts qui étaient extrêmement bons, extrêmement techniques, le genre de personnes qui vous mettez dans une cave toute la journée et à la fin de la journée, ils vous sortent une super campagne, ce que moi j'appelle les geeks, et c'était vraiment ça à l'époque. Donc il fallait être très très bon techniquement. Et finalement, ce qu'on demandait à ces personnes et à ces entre guillemets bons profils recherchés, c'était d'être ce que j'appelle des knowledge workers, donc des gens qui ont une très grosse connaissance technique des plateformes et qui savent très bien les utiliser et les optimiser. Et donc, il n'était pas rare de voir ces profils plutôt médiors ou seniors finalement passer d'une agence à l'autre, rester dans une agence pendant 1 an ou 2, et puis passer dans une autre agence et prendre la tête du département Google Ads ou prendre la tête du département social, et d'avoir justement ces personnes qui bougeaient pas mal. Donc ça, c'était avant. Et donc, quand vous arriviez en agence avant, eh bien, il fallait tout de suite vous mettre au pas, il fallait apprendre des médiors et des seniors, il fallait très très vite pouvoir avoir ce bagage technique pour pouvoir rattraper les profils qui étaient déjà présents en agence, parce qu'il est vrai, les plateformes, que ce soit réseaux sociaux, publicité Google Ads ou référencement naturel, eh bien, si vous ouvrez ces plateformes, il y a plein de boutons partout et c'est pas toujours simple. On symbolise souvent ça par un cockpit. Et on dit voilà, c'est comme un cockpit d'avion, vous avez des boutons partout, et il faut savoir ce que fait chaque bouton. Et c'était le cas avant, donc des gens qui étaient très très bons pour pousser sur ces différents boutons. Quels sont les profils recherchés aujourd'hui? Ce sont des profils qui sont un petit peu différents. Parce que ce qui s'est passé, c'est que toutes ces plateformes qui étaient très complexes à la base, avec beaucoup de boutons partout et plein de paramètres possibles et imaginables, ces plateformes deviennent de plus en plus automatisées. Et pour vous donner un exemple très très simple, aujourd'hui, vous prenez une carte de crédit, vous allez sur ads.google.com, et bien vous pouvez créer une campagne Google Ads en quelques minutes en suivant les instructions de Google Ads, et vous aurez une campagne qui ne sera pas extraordinaire, mais vous aurez une campagne qui peut déjà fonctionner pour une PME par exemple. C'est exactement la même chose avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde peut créer une page sur Facebook ou Instagram. Tout le monde peut créer une campagne publicitaire en quelques clics ou même simplement booster. Vous le voyez, si vous avez une société où vous avez déjà même sur votre profil ou une page posté du contenu, vous avez ce petit bouton boost sur lequel il suffit d'appuyer pour commencer à dépenser du budget. Ces plateformes deviennent de plus en plus automatisées, justement pour faciliter l'accès à ces plateformes et que ce soit plus juste réservé à des techniciens extrêmement bons pour pouvoir les piloter. C'est dans l'avantage des marques Google et Meta d'avoir de plus en plus de gens qui vont utiliser ces plateformes. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, je vous mentionnais là tout de suite cette idée de cockpit. Eh bien, c'est qu'avant, on avait besoin de personnes qui connaissaient tous les boutons et qui connaissaient le manuel de bord par cœur. Eh bien, aujourd'hui, on va avoir besoin de personnes qu'on appelle plutôt des pilotes. Donc, c'est des gens qui vont savoir que la machine et le pilote automatique va pouvoir faire une grande partie de tout ce qui est technique. Par contre, il faut avoir un pilote qui soit bon pour pouvoir savoir où emmener l'avion, pour savoir quel bouton il faut pousser s'il y a besoin et en cas de souci, pouvoir reprendre la main sur le manche pour pouvoir diriger les campagnes. Donc, on va avoir besoin de profils qui savent comment la machine fonctionne sans pour autant devoir être capable de connecter le moindre fil de l'avion. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, une deuxième chose qu'on va assez fort regarder aujourd'hui, c'est des profils qui sont plutôt créatifs et qui vont avoir une certaine créativité, que ce soit dans la stratégie ou que ce soit dans les campagnes, tout simplement parce que toute cette partie technique très compliquée, une grosse partie de cette technicité va être faite de manière automatique par les outils. On reviendra sur l'intelligence artificielle plus tard. Et donc, une grosse partie de cette technicité va être faite directement par les outils Google ou Meta. Et donc, ça laisse plus de place aux marketeurs, notamment, de pouvoir passer du temps dans la stratégie et dans la créa. C'est-à-dire, quel message je vais montrer, quel type de visuel je vais montrer, qu'est-ce que je veux faire passer comme information.
Et c'est quelque chose avec Jérôme qu'on trouve vraiment intéressant puisque c'est plus uniquement réservé à des geeks. Le métier du marketing digital devient de plus en plus ouvert. Il faut des gens qui puissent piloter les campagnes, mais qui soient surtout assez smart et qui aient une certaine créativité pour sortir du lot. Puisque vous le savez, si vous allez aujourd'hui sur votre smartphone que vous avez en poche sur Facebook ou Instagram, eh bien vous allez voir un nombre de pubs énorme. Et donc aujourd'hui, c'est plus le tout de pouvoir montrer la publicité, il faut pouvoir sortir du lot. Et donc avoir des gens qui soient créatifs. Comme je disais, tant dans la stratégie que dans la gestion des campagnes. Et le dernier point que je pourrais dire ici de ce qu'on recherche côté agence, ce sont des gens qui sont ce qu'on appelle des testeurs compulsifs. Puisque ce qui se passait avant, c'est qu'on connaissait le manuel de bord, on savait les paramètres qu'il fallait mettre, on créait ses campagnes, tous les paramètres étaient top nickel, on envoyait la campagne. Aujourd'hui, tout évolue tellement vite qu'il faut pouvoir tester et rebondir assez vite. On va par exemple faire un test sur Instagram pendant quelques jours, on va pouvoir l'optimiser, puis on va se rendre compte, tiens, on faudrait peut-être tester du Facebook ou du TikTok pour le coup, on va pouvoir tester rapidement et on va pouvoir être sur la balle assez rapidement. Et donc ce qui est très important aujourd'hui en digital, c'est qu'il faut pouvoir tester beaucoup de choses souvent, que ce soit votre message, que ce soit vos visuels, que ce soit les plateformes, que ce soit les optimisations. Et donc on recherche des profils qui vont être capables justement de prendre le lead sur les comptes clients et les campagnes et pour pouvoir mener pas mal de tests et avoir une stratégie claire de ce qu'on va pouvoir tester dans les mois à venir. Tester pour tester, non, mais tester pour toujours faire évoluer les résultats du client. Donc voilà un petit peu l'évolution qu'on remarque aujourd'hui. Donc pour résumer en une phrase, on passe de profils extrêmement techniques dans des silos et utilisant des outils bien spécifiques à des profils un peu plus transversaux qui sont capables de piloter plutôt que d'appuyer sur tous les boutons et qui ont un côté un peu plus créatif pour pouvoir réfléchir des stratégies, pour pouvoir suivre les tendances et être au courant de ce qui se passe et pouvoir faire beaucoup de tests et toujours challenger ce qu'ils font. Donc voilà un peu ce qu'on remarque nous côté agence. Je te passe la parole ici Jérôme, vu que tu as bossé tant en agence, tant chez le client. Est-ce que c'est ce que toi tu ressens ou tu as une vision un peu différente? Non, c'est assez aligné. Ici, on parlait de l'intelligence artificielle, on en reparlera après. Mais effectivement, on est passé d'un côté hyper complexe. Et donc, effectivement, quand on ouvrait, plus de ce que moi je fais dans ma boutique, c'est plus tout ce qui est méta. Quand on reprenait l'outil avant, et encore maintenant dans une certaine mesure, mais quand on voulait vraiment faire une campagne dans le Business Manager, donc qui est dans l'outil le plus avancé pour faire des campagnes de pub, il y a quand même pas mal de boutons sur lesquels il faut cliquer, il faut faire attention à pas mal de subtilités. Mais de plus en plus, on voit que la bataille entre la technique et le côté créatif, un des points que tu mentionnais, la bataille de plus en plus bascule vers le côté créatif. Et donc, on arrive dans ce côté un peu pilote automatique, avec quand même des nuances à apporter par rapport à ça. Donc, c'est parce que vous avez un pilote automatique qu'il faut s'endormir. Donc, ce que tu disais, Julien, aussi avant, c'est vraiment être à même de lire un petit peu ce qui va être donné comme indicateur, d'être critique par rapport à ce qui va se passer. Mais on voit de plus en plus dans les campagnes qu'on va mettre en place que les outils vous proposent, au travers de questions simples, de faire la mise en place pour vous, de faire le setup pour vous. Et donc, LinkedIn le fait déjà. Vous pouvez faire des campagnes avancées ou des campagnes simplifiées. Et donc, quand vous êtes dans les campagnes simplifiées, vous n'avez que 2 objectifs publicitaires versus 7 normalement pour LinkedIn. Meta annonce la même chose aussi. Et donc, c'était hier et un petit peu la semaine dernière. Ils vont vous proposer de faire pour vous la mise en place. Vous répondez à 1 ou 2 questions et ils vont être capables, avec la masse de données qu'ils ont à disposition, de pouvoir déduire les paramètres qui vous intéressent, de pouvoir déduire la cible, de pouvoir déduire potentiellement après les messages. Et donc ici, dans un premier temps, on a eu une simplification, ou en tout cas une impression de simplification au niveau de la technique. On va avoir la même chose qui va arriver au niveau créatif. Et donc Meta, avec le support de l'intelligence artificielle, va être capable de créer pour vous des contenus, va être capable de créer pour vous des variantes au niveau visuel. Et donc de plus en plus, vous arrivez dans des plateformes qui, entre guillemets, vous retirent le contrôle de votre campagne, qui estiment pouvoir faire le boulot, je ne vais pas dire mieux que vous, mais en tout cas, arriver à atteindre certains types de résultats. Donc on arrive, ce que je disais au début, l'année 2022-2023, on est vraiment dans un tournant, dans des années charnières par rapport à ce qu'on faisait avant. Et donc de nouveau, ici, si je prends plutôt mon passé agence, on était vraiment dans la valorisation de la technique, de pouvoir être à même de mettre en place des campagnes hyper complexes, de pouvoir faire différentes choses. Et maintenant, de plus en plus, on a des aides qui arrivent à gauche, à droite,
Et donc, je suis curieux, et c'est une évolution à voir sur les années à venir ou dans les mois à venir. Je suis curieux de voir de quelle manière ces campagnes vont être plus performantes que ce qu'on avait avant, ou de quelle manière on va être content avec un certain type de résultat et gagner du temps pour certaines choses, pour le dédier à d'autres tâches. Est-ce qu'on pourrait dire, Jérôme, ici, pour clôturer donc cette première marche du podium, quels sont les profils recherchés côté agence? C'est une phrase qu'on répète souvent à nos clients et en interne, c'est que aujourd'hui, vous pouvez avoir la meilleure campagne technique d'un point de vue setup, d'un point de vue optimisation. Si votre message et vos visuels sont nuls, ça ne fonctionnera pas. Mais d'un autre côté, si vous avez des très bonnes créas, un très bon message, un produit qui fonctionne bien et une campagne avec des settings automatiques dans ces plateformes, ben, ça fonctionnera maintenant mieux. Donc voilà vraiment l'évolution de ces profils-là. Alors, on vous a un peu mis devant le fait accompli, puisque malheureusement, Félix Méran, on espérait qu'il puisse malgré tout en ligne nous faire un petit exposé. Il voulait nous montrer quelques exemples d'outils d'intelligence artificielle qui aujourd'hui sont au service du marketing digital. Jimmy, en agence, vous utilisez déjà ce type d'outils? Je ne sais pas si on m'entend, parce que pour la petite anecdote, c'est marrant. On parlait, Julien et Jérôme disaient il faut être des pilotes maintenant. Là, je me sens vraiment pilote d'hélicoptère. Bref, donc pour répondre à ta question, c'est le côté... oui, bien sûr, en fait, on teste. Parce qu'en agence, ce qui se passe, c'est que soit on se dit ouais, ça fait pas bien du tout son travail, nous on fait mieux notre travail, et donc là c'est notre ego qui parle, ou alors petit à petit on commence à se dire il faudrait peut-être que j'y touche pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et je pense que quand on a déjà ce mindset, comme vous disiez tout à l'heure, c'est déjà plutôt positif. Et donc oui, moi personnellement j'ai testé, je fais beaucoup de contenu, et donc du coup beaucoup moins de visuels avec l'intelligence artificielle. En fait, tout ce que j'arrive à faire pour l'instant avec mes mauvais briefings, c'est des images qui ressemblent à rien en fait. Mais pour le contenu, par contre, j'ai très vite été impressionné. Et c'est vrai que la version ChatGPT 4 a quand même beaucoup plus de valeur ajoutée à mon sens. Mais je dirais, pour défendre mon métier et aussi défendre le fait qu'on reste quand même des humains avec une palette de nuances complètement différente que l'intelligence artificielle, c'est que on a beau utiliser tous les outils d'intelligence artificielle, ce qu'il faut, c'est un bon briefing, un bon feeling aussi de ce qu'on veut essayer de faire ressortir. Parce que de plus en plus, on dit, et c'est pas moi qui le dis, c'est les médias, ce sont les communicants de manière générale, il faut de l'authenticité dans nos communications. Il faut du vécu, il faut raconter une histoire, il faut faire quelque chose où on sent qu'on est quasi dedans. Et ça, l'intelligence artificielle, je ne dis pas qu'elle n'est pas capable de le faire, mais il faut bien la briefer. Je ne sais pas ce qu'en pensent Julien et Jérôme, mais en tout cas, pour avoir testé, ça me permet une chose qui est certaine, c'est débroussailler, d'éviter de perdre du temps à rédiger entre guillemets des contenus qui sont plus bateaux, qui remplissent un peu une page mais de manière pertinente. Par contre, il y a toujours l'intellect humain qui peut rajouter cette touche et cette note qui va faire clac, comme on dit. Julien ? On est d'accord là-dessus. Et ce que je vais peut-être faire, c'est vous montrer des exemples concrets. Je vous propose de vous partager mon écran et de vous montrer 3 exemples pour lesquels à l'agence on a utilisé l'intelligence artificielle pour créer des choses et comment ça nous a aidé dans notre boulot. Je vais partager l'écran, vous me dites si vous le voyez correctement, parce que je ne vous vois plus. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. On voit. Ok, donc ici, exemple d'un outil, le plus connu, hein, c'est ChatGPT, on en entend parler à tort et à travers dans les médias aujourd'hui. Comment on a utilisé ChatGPT, nous, dans notre boulot de digital marketer? Eh bien, ici, c'est un exemple parmi plusieurs que je vais vous montrer. On a pris une liste de mots-clés qui viennent de nos campagnes Google Ads, donc ce que les gens recherchent sur Google. Ici, c'est en néerlandais dans le cadre d'une campagne sur l'isolation pour un client qui bosse dans l'isolation. Et qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? On a dit à ChatGPT, voilà, voici une liste de mots-clés qui viennent d'une de nos campagnes Google Ads et tu es notre assistant. Voici la liste des mots-clés qu'on lui a envoyés en vrac et on lui a dit, je veux que tu groupes ces mots-clés par thématique et par sens. Pourquoi on lui a demandé ça? Comme ça, nous, derrière, on va pouvoir rédiger des annonces textuelles qui soient plus pertinentes. Exemple, tout simplement, si quelqu'un cherche isolation de toiture, je vais lui parler différemment que quelqu'un qui cherche isolation des murs.
qu'est-ce que ChatGPT nous a fait? Eh bien, il a été prendre tous nos mots-clés qu'on lui avait donnés, il a été les trier, comme je vous l'ai dit, par isolation du toit, isolation extérieure, isolation intérieure. Et il a été créer ces groupements, lui tout seul. Ce que j'aurais fait avant dans un Excel qui m'aurait pris 2 heures, lui, ça lui a pris 1 minute pour me le faire. Et donc, j'ai pu envoyer ça aux équipes et leur dire, voilà, cette classification en tant qu'humain, puisque j'ai vérifié ce que ChatGPT faisait, me paraît OK. Pouvez-vous rédiger des annonces textuelles pour ces différents groupes de mots-clés? Donc ça, c'est une utilisation très pragmatique d'un outil comme ChatGPT, par exemple. On a fait d'autres tests, je vais voir si je les retrouve ici. Ce qui est assez bien fait avec cet outil, c'est qu'on peut conserver tout ça. Je ne sais pas s'il va pouvoir me le réafficher ici. Mais ce qu'on va par exemple faire aussi, c'est lui demander, tiens, voilà, j'ai un client qui est installateur de piscine. Eh bien, donne-moi les 50 mots-clés qui sont le plus recherchés pour l'installation de piscine en Belgique. Et l'outil va pouvoir vous faire des suggestions. Ça ne veut pas dire qu'il va vous donner le top 50 réel, mais il va vous faire des suggestions que vous pourrez aller vérifier avec d'autres outils. Autre exemple, par rapport à ça, à la création de contenu que tu mentionnais, je vais vous montrer les 3 exemples et puis je vous donnerai la parole. Autre exemple que nous avons réalisé, c'est un site test, donc ce n'est pas un vrai site pour un client. C'est un site qui a été à 100% fait par ChatGPT. Quand je dis fait à 100% par ChatGPT, nous avons créé le site. Par contre, on a demandé à ChatGPT, voilà, on va faire un site sur les couches réutilisables pour bébés. Eh bien, tu vas nous trouver 20 idées d'articles par rapport aux couches réutilisables et tu vas nous écrire 20 articles. Et donc, il a été prendre les 20 recherches les plus fréquentes des gens qui se renseignent sur les couches réutilisables pour bébés et il a été nous créer des articles comme ceci qu'on a pu tout simplement reposter sur le site. On a posté ce site en ligne pour une simple et bonne raison, c'était de voir que si on fait un site avec du contenu qui est rédigé uniquement par une intelligence artificielle, est-ce que ce site peut se référencer en référencement naturel? C'était vraiment le test ici, parce qu'on se disait, voilà, est-ce que Google va peut-être pénaliser les textes qui sont écrits par de l'intelligence artificielle ou pas? Eh bien, on s'est rendu compte, je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais que ce site maintenant se référence très bien quand vous cherchez comment utiliser des couches lavables, comment nettoyer des couches lavables, comment les utiliser, est-ce que c'est bon pour l'environnement? Eh bien, on s'est rendu compte que ce site permet de se référencer et de générer du trafic avec du contenu qui est à 100% de base rédigé par de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le deuxième exemple. Et le troisième exemple, qui est pour moi, je pense, le plus frappant ici, c'est, on a parlé de la création de texte, maintenant il y a la création d'images. Et donc pour la création d'images, on a utilisé un outil qui s'appelle Midjourney, vous pourrez aller voir ensuite sur Google. Et ce qu'on a fait, effectivement, on a fait un prompt, c'est-à-dire on lui a demandé ceci. On s'est dit, tiens, voilà, est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour nous créer une annonce publicitaire pour les réseaux sociaux de A à Z? Et ce qu'on a fait, on lui a demandé en disant, voilà, fais-moi un rendu d'un magnifique complexe d'appartements sur la Costa del Sol en Espagne pour faire de la publicité pour une agence immobilière. Eh bien, comme un grand Midjourney nous a sorti cette photo-là, qui pourrait être une photo tout à fait réaliste d'un projet immobilier, à part pour le palmier qui pousse sur le balcon qui n'est pas réaliste. Donc c'est là que vous voyez encore parfois les petits défauts de l'intelligence, mais grosso modo, ça pourrait passer sans problème dans une publicité. Et qu'est-ce qu'on a été demandé à notre deuxième outil de ChatGPT? C'est de générer du texte. Et on lui a demandé, écris-nous un ad copy, donc du texte aguicheur pour Facebook, maximum 120 caractères, pour faire la promotion d'un investissement immobilier sur la Costa del Sol. Et il nous a sorti ceci, Discover Sunsoak Paradise in Costa del Sol, Invest in your dream property now, qui nous suffit finalement de simplement venir remettre dans Facebook. Et on a une pub immobilière pour une agence immobilière fictive, mais qu'on pourrait très bien réutiliser pour un client réel. Et donc ça vous montre ici un petit peu le potentiel. Ça vous montre d'une part que l'outil peut nous aider à faire des analyses poussées, à faire de la réflexion de manière très rapide et efficace et nous aider dans notre boulot d'agence et de marketeur. Il va pouvoir vous permettre de rédiger rapidement du contenu, d'avoir des idées de contenu et il va pouvoir finalement vous aider à générer des images, trouver de l'inspiration et trouver de l'inspiration pour des copies publicitaires. Donc je pense ici que c'est des exemples très très parlants de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et encore là, je n'ai dégrossi que le sommet de l'iceberg. Ce qu'on est en train de faire avec Jérôme, c'est de se créer des avatars virtuels. Donc c'est-à-dire on a pris la photo de la tête de Jérôme et de la mienne. On a demandé à l'intelligence artificielle de nous représenter en cartoon comme si on était un Disney. Et avec un troisième outil, on lui a demandé, voilà, voici le texte. On enregistre notre voix, eh bien, anime ce personnage cartoon avec la tête de Julien et Jérôme et faisant un podcast. Et on est arrivé à un résultat tout à fait intéressant
où en fait on n'aurait même plus besoin de parler pour faire ces podiums, on donnerait le texte et on donnerait le cartoon à l'intelligence artificielle et il nous montrait 20 minutes de podcast vidéo avec nos têtes en cartoon qui récitent le texte qu'on lui aurait donné. Donc vous voyez ici un petit peu ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui avec ces outils, et encore ce que je vous montre là c'est très très basique, il y a des agences qui font des choses faramineuses avec l'intelligence artificielle, et justement il ne faut pas en avoir peur, mais il faut voir comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser au jour le jour pour rendre meilleur ce qu'on fait ou aller plus vite. Merci Julien. Jérôme, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, voilà, de différents points de vue. Ici, on a parlé du point de vue agence, point de vue client. Ici, moi, je l'ai fait chez un client pour lequel j'ai une mission. On a demandé à ChatGPT de nous écrire une newsletter. Ça nous a permis de nous dispenser de l'utilisation du recours à une agence. Donc, c'est des choses qui se font aussi de l'autre côté. Donc, ça peut être de deux manières différentes. Ça peut être des manières aussi de temps en temps se rendre disponible à certaines idées. Et un autre point, ce qui était évoqué tout au début dans une des premières interventions, c'est le côté spécialisation. Donc, cette intelligence artificielle donne aussi la création ou voit l'apparition de nouveaux métiers. Et donc, on a vraiment des personnes qui donnent des formations sur maintenant comment écrire des prompts. Donc, c'est vraiment comment écrire le descriptif de ce que vous allez demander à l'intelligence artificielle. Des gens qui vont être déjà dans un côté 2-3 pas en avant par rapport à ce que vous maîtrisiez, comme l'a dit Julien ici, avec potentiellement vous pouvez avoir des avatars qui vont faire le boulot à votre place. Et donc, cette intelligence artificielle donne lieu aussi à des nouvelles spécialisations, des nouveaux métiers. Et donc, il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ce que pourrait donner l'intelligence artificielle. Après, de nouveau, à voir de quelle manière vous lui demandez des choses qui sont réalistes, de quelle manière vous challengez un petit peu les résultats qui sont donnés. Donc, il y a beaucoup de bruit par rapport à ça, il y a beaucoup de possibilités. À vous de voir de quelle manière, de nouveau, vous maîtrisez les choses, de quelle manière vous avez un cap quand vous les utilisez. Mais ici, on vous a parlé de Midjourney et de ChatGPT, qui sont les deux plus connus. On peut vous fournir des listes qui sont kilométriques d'outils qui sont vraiment sur des utilisations spécifiques pour des secteurs spécifiques, pour des demandes bien particulières, pour faire différentes choses. Et donc, il y a des choses qui sont plus généralistes, il y en a des plus spécialistes. Et il y a des nouveaux sites d'intelligence artificielle qui sortent tous les jours, qui permettent de faire des trucs qui sont dingues. Donc voilà, il y a l'effet bluff, mais de nouveau, à vous de voir à votre niveau comment vous pouvez l'utiliser, tout en sachant que dans certaines plateformes, et là je reviens plus sur la partie méta, les plateformes elles-mêmes intègrent aussi de l'intelligence artificielle. Photoshop le fait. Notion, qui est un outil qu'on utilise pas mal niveau client et niveau agence, intègre aussi de l'intelligence artificielle. Et donc, on retrouve ces touches un petit peu partout. De nouveau, à voir ce que vous pouvez en faire et pourquoi vous le faites au final. Merci beaucoup. C'était donc Jérôme Naïf et Julien Debauve. Je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup de votre participation, de vos éclairages sur ces métiers qui évoluent et sur les techniques qui évoluent. Et puis, vous pouvez les retrouver sur leur podcast. Ça s'appelle Podium. Je suppose que si on tape Podium Podcast sur Google, on va vous trouver tout de suite. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée. En fait, l'enchaînement est facile parce que il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles techniques, des nouveaux métiers, mais finalement, faire une stratégie de communication digitale, il y a des bases à côté duquel il ne faut pas passer. Et il y a toute une construction pour arriver à un projet, à une communication la plus efficace et la plus efficiente possible. Et donc, je vais laisser la parole à Jimmy, qui va vous expliquer finalement c'est quoi une bonne stratégie de communication digitale et comment y arriver à travers une formation. À toi, Jimmy. Merci Sébastien. Voilà, moi je ne vais pas être très long. Il y a 4 slides, mais c'est 4 slides que je juge assez importants dans le cadre de cette formation certifiée en e-communication, stratégie de communication digitale. Peut-être. Déjà, c'est une formation qui se déroule dite type continu, donc elle se déroule sur une période de 6 mois et c'est 114 heures de formation, je vous l'expliquerai tout à l'heure. C'est une formation agréée chèque formation et donne droit au congé éducation de la région wallonne et de la région bruxelloise. Je vous en dirai plus tout à l'heure si vous venez me voir, avec grand plaisir. Il y a un QR code qui va apparaître plusieurs fois si vous voulez les coordonnées
pour nous contacter. N'hésitez pas à le scanner. Je ne me sentirai pas pris en photo, ça va, c'est bon. Objectif de la formation. Donc, c'est bâtir une stratégie de communication en 8 étapes. Alors, on pourrait en mettre 9, on pourrait en mettre 10, on pourrait en mettre autant qu'on veut, mais à mon sens, ce qui compte, c'est ces 8 étapes-là. D'abord, pour bâtir une stratégie de communication en tant que structure, qu'on soit issu du secteur marchand ou non marchand, on fait une introspection. On essaie de comprendre qui on est. Et objectivement, si on se regarde dans le miroir, si on est un petit chat, on ne se voit pas forcément comme un lion, en tout cas pas tout de suite. Et donc du coup, on essaie de voir qui on est, quelles sont nos visions, missions, valeurs, et on s'aide d'un outil que vous connaissez sans doute bien, c'est l'outil SWOT. Ensuite, on détermine des objectifs. Jérôme et Julien en ont parlé tout à l'heure, plutôt dans une perspective business, mais quand on est une structure, quand on est une structure, qu'elle soit marchande ou non marchande, se fixer des objectifs qui sont en lien avec ce qu'on appelle le funnel marketing. Ceux qui sont dans la com savent ce que c'est, et ceux qui ne le sont pas, venez, tout à l'heure je vous explique. C'est quelque chose qui permet de faire des objectifs qui sont variés, à la fois de l'information, de la notoriété, de la conversion, mais aussi de la fidélisation. On analyse sa concurrence, on essaie de la comprendre. Alors, ce n'est pas parce que vous analysez votre concurrence que vous allez la copier. Au contraire, vous allez pouvoir vous en inspirer. Et donc, durant cette formation-là, ces étapes que je vous cite ici vont être creusées profondément pour être capable, à terme, de bâtir une stratégie de communication digitale. Il y a un élément clé qu'on met toujours au centre d'une stratégie, c'est ses publics cibles. Et au départ, on croit connaître ses cibles, mais quand on s'y penche de plus en plus, on se rend compte en fait qu'un public cible, c'est très nuancé. Alors on a tendance à mettre les gens dans des cases pour dire, voilà, c'est un public cible de 18, 24 ans qui habite telle et telle région. Mais en fait, on s'aperçoit très vite que il y en a plusieurs des publics cibles parce qu'il y a des nuances, les canaux sont différents, les besoins, les désirs sont différents. Et donc on réfléchit à, entre autres, ces étapes par une méthode que vous connaissez peut-être, et si pas, venez vous fermer, vous verrez, c'est chouette à faire, la méthode Persona. Une fois qu'on a ces 4 étapes-là, là on peut commencer à vraiment à bâtir une stratégie de communication digitale en ayant une idée plus précise des canaux qu'on va utiliser pour pouvoir toucher vos cibles. Pas parce qu'on le pense, mais parce qu'on l'a demandé justement à nos publics cibles. Et puis après, c'est vraiment comment on va le faire, de quelle manière, avec quel canot, mais quel style. Et on parlait tout à l'heure, entre autres, de la façon de communiquer, peut-être du style, les différents canaux. Oui, mais évidemment, on ne va pas communiquer de la même manière que ce soit sur TikTok, LinkedIn, Instagram ou Facebook. Et donc, la façon de le faire, on va la dessiner dans ce qu'on va appeler une ligne éditoriale qui va contenir une série de thèmes, de sujets sur lesquels, qui vont non pas vous mettre en avant vous, mais qui vont d'abord informer et donner de la création de valeur auprès de vos cibles. Dans le domaine de la com, qu'on soit dans le monde marchand ou non marchand, à un moment donné, faire tout gratuit, ça devient un peu compliqué. Et donc, il faut de toute façon penser à un budget. Alors, il y a le budget financier, l'argent, mais il y a aussi le budget en ressources humaines, des personnes, combien de temps elles vont passer pour faire telle ou telle chose pour exécuter la stratégie. Et donc, ça, il faut le factualiser. Il faut le mettre dans un document pour avoir une vision claire et une direction claire. Enfin, Jérôme et Julien en ont parlé également, c'est mesurer ses performances par des KPI clairs, que ce soit via Google, que ce soit via Meta, et toute une série d'autres supports qui peuvent exister. Donc vous l'avez compris, en 8 étapes, il y a vraiment moyen de bâtir une stratégie de communication digitale, et c'est ce que la formation propose à travers un programme qui est très structuré. Ce qui est important de vous dire ici, c'est que quand on vient se former ici à l'E-Campus pour ce certificat, on arrive généralement avec un projet, et on repart, en tout cas on se présente devant un jury après avoir été accompagné, après avoir eu des cours théoriques, mais aussi un débat, un échange avec les participants au niveau pratique. Eh bien, on peut défendre sa stratégie devant un jury qui se prononce et qui valide cette stratégie. Si elle la valide, en tout cas, ça veut dire que vous avez réussi. Vous êtes accompagné durant cette formation, et ça, je pense que c'est vraiment un point sur lequel on aime insister.
puisque, on va le voir tout à l'heure, il y a un petit témoignage vidéo, mais on a la chance aussi d'avoir une participante avec nous qui va nous faire peut-être un bon témoignage, on verra, c'est sa liberté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tout un programme, hein, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous fournir toutes les informations, qui passent vraiment d'abord, quel est votre projet digital ? Toute la structure des 8 étapes est dessinée à travers ces différentes formations pour vous préparer au mieux à présenter votre stratégie devant le jury. Ce qui est important de dire, c'est que ce projet n'est pas un projet imposé, mais c'est votre propre projet, qu'il soit professionnel, privé, associatif, marchand, non marchand. Mais ça veut dire que quelque part, il y a aussi une rentabilisation de la formation, dans la formation. Oui, c'est ça, parce qu'évidemment, on est régulièrement, on est dans la majorité des cas au travail, et donc fatalement, il faut que ce soit quelque part utile de se former pour vous, mais aussi pour la structure qui vous a embauché. Et donc, effectivement, c'est après une stratégie que vous allez pouvoir défendre devant le service, la direction ou je ne sais quoi. Donc, voilà. En général, d'ailleurs, on a 50% de participants issus du monde marchand et non marchand. Et depuis le début de la formation, c'est comme ça. Et il y a une forme d'intelligence collective et une bonne amitié aussi qui se développe durant cette formation. Et Sébastien en a fait partie, Adeline également aussi. Il y a des échanges qui sont vraiment très riches et très sympathiques. Donc voilà, je disais, une formation à la fois théorique, pratique et avec un accompagnement d'experts pour construire votre stratégie de communication digitale. La formation, le certificat en e-communication débutera à partir du 10 octobre 2023 pour se terminer face à un jury le 31 mai 2024. Donc vous voyez que c'est vraiment étalé. Alors il y a au total 114 heures de formation qui sont mixées à la fois en présentiel, en distanciel, le samedi, en soirée et en journée également. En tout cas, on aménage vraiment en fonction du calendrier de chacun, parce qu'on est tous au travail, et donc on s'adapte évidemment pour faire le calendrier le plus adéquat. Par exemple, il n'y a jamais une heure de formation durant les congés scolaires. Oui. Et Dieu sait si aujourd'hui, ils sont plus nombreux en dehors des 2 mois d'été. Exactement. Alors après, vous avez l'information en lien avec le budget, hein, parce que se former, ça coûte des sous, certes. Mais on le disait tout à l'heure, la formation est agréée chèque entreprise, mais aussi congé éducation. Et ça, c'est un levier qui est quand même vraiment très intéressant, parce qu'entre autres, les chèques entreprises, pour vous donner une idée, ça divise le budget déjà en 2, à votre charge ou à la charge régulièrement, en tout cas, de votre employeur. Alors les congés éducation, c'est un principe qui prévaut surtout dans le monde non marchand. Et ça, c'est un dossier à rentrer et on peut vous aider à le compléter, évidemment. Que dire de plus ? Oui, il y a des renseignements, si vous voulez. En tout cas, on est là, ici, en présentiel, mais vous pouvez évidemment nous contacter si vous voulez un petit peu plus d'informations. En dehors de ça, je voulais vous passer peut-être le témoignage de Alice, hein, qui a participé à la formation en 2021-2022. On l'écoute un petit peu. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alice, je travaille à la communication d'un centre culturel et j'ai réalisé mon certificat en communication digitale. Alors au départ, j'ai voulu suivre cette formation pour améliorer mes connaissances dans le domaine du marketing et des outils digitaux, mais aussi pour développer un esprit plus critique sur la manière dont je travaille au quotidien et dont je communique pour le centre culturel. Cette formation, elle m'a permis vraiment de comprendre quelles sont les 8 étapes clés quand on construit une stratégie sur le digital, et ça au travers de 8 modules différents qui étaient chacun donnés par des formateurs qualifiés dans les thématiques qu'ils abordaient. Ensuite, elle m'a permis de développer un projet de stratégie digitale qui était adapté à ma réalité de terrain, donc c'est-à-dire celle d'un centre culturel dans le domaine du non-marchand et avec parfois des moyens humains ou financiers limités. Enfin, j'ai trouvé cette formation particulièrement riche en rencontres, tant sur le plan humain que professionnel. C'était vraiment chouette de faire partie de ce groupe et d'être suivi par les formateurs. Du coup, à toi qui hésites peut-être à te lancer dans ce certificat en communication digitale, eh bien, je te souhaite d'abord de te lancer et ensuite des belles découvertes, des belles rencontres et surtout de réussir ton certificat. Voilà, merci Alice. Elle a le call to action de la fin. Conclusion. En conclusion, on aurait tendance à dire, et ça on ne l'a pas posé à Jérôme et Julien, mais on sait très bien qu'ils sont d'accord avec nous, parce qu'en fait c'est ça qui change beaucoup depuis ces dernières années. C'est qu'un communicant de demain,
il doit se former en permanence. Et entre autres, certes, la formation en stratégie de communication digitale, vous avez compris, si ça vous intéresse, vous pouvez venir. Mais il n'y a pas que ça. On peut se former en ligne, on peut être autodidacte, de manière générale, trouver les petits outils qui permettent de se former. Par contre, si vous voulez une méthode, une structure, des personnes qui sont là pour vous aider, à ce moment-là, la formation continue pourrait être intéressante. Ce n'est pas la seule alternative, mais elle est là, elle existe, et au niveau local, c'est à l'e-campus que ça se passe en partenariat avec l'AELA et l'UC Louvain. Voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. Merci Jimmy. Je voudrais vous remercier de votre participation. Vous dire que à l'e-campus, on fait de l'e-communication, mais tout ce qui est i également, et trop de la cybersécurité. Et je profite que vous soyez là pour vous inviter le 4 juillet à venir écouter Nadia Aimé, qui a un parcours tout à fait exceptionnel. Voilà, on peut continuer à discuter. Jimmy, Dominique sont là pour répondre à vos questions. Il y a aussi, j'ai vu, je ne sais pas s'il est encore là, Jonathan, qui est un des formateurs et des accompagnateurs du projet. Non, malheureusement, il a dû partir. Mais voilà, on a un petit drink, un petit lunch à vous proposer pour continuer à échanger ensemble et à networker. Merci d'être venus et on est là pour vous si vous avez la moindre information à avoir. Merci.